Il est 10h02. Je vous propose de commencer dès maintenant. Les derniers qui se connecteront prendront donc en fil de route. Euh, Nous sommes ici réunis pour un webinaire de restitution du projet ESPER qui visait à créer un espace ressource pour reconnecter l'élevage et le végétal spécialisé. Nous avons déjà eu un premier webinaire qui se concentrait sur le maraîchage et les PPAM. Celui-ci fait le focus sur les cultures pérennes. Les deux seront disponibles en replay par la suite, donc vous pourrez retrouver le premier webinaire si vous n'avez pas pu y assister et qu'il vous intéresse. Quelques petites règles pratiques pour que le webinaire se passe bien. Je vous remercie de couper vos micros pour éviter les effets Larsen et les interférences qui sont désagréables pour tout le monde. Au niveau des questions qui vous viendront certainement pendant le webinaire, je vous invite à les poser au fil de l'eau sur le chat, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir y réagir. Et deux temps sont prévus pour une réponse plus approfondie aux questions et des échanges au fil du webinaire, ce qui nous laisse quand même pas mal le temps de pouvoir échanger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Donc, Mélanie Boujon de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, où je suis chargée de mission recherche et innovation en agriculture biologique. Et j'ai piloté le projet ESPER, que je vais vous présenter un peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est qu'ESPER? C'est un projet réflexe financé par le CASDAR qui visait à diffuser des ressources à destination des agriculteurs en végétal spécialisé qui souhaiteraient introduire des animaux sur leurs exploitations ou renforcer la relation entre deux ateliers déjà existants. Et ça aboutit à un espace ressources hébergé sur la plateforme GECO, que vous connaissez peut-être, qui est animée par l'ACTA. Et cet espace avait pour objectif d'être modulable à l'avenir pour intégrer les résultats de futurs projets. Pendant le projet, on a vu d'ailleurs qu'on avait des projets en cours pour lesquels on n'avait pas encore de livrables, mais dans les années à venir, on va pouvoir les intégrer sur l'espace ressources afin qu'ils puissent rester toujours actualisés. Alors, tout ça, bien évidemment, ne se fait pas sans personnes motivées pour l'accomplir. Et c'est là qu'on en vient au partenariat. Donc, on avait un partenariat large qui associait nombre de chambres d'agriculture. Vous pouvez le voir sur le plan, toute la façade ouest, plus une bonne partie du sud de la France, ainsi que l'Île-de-France. Mais aussi des instituts techniques, l'ITAVI, l'IDEL et l'ITAB, ainsi que l'INRAE et l'ACTA. Après cette brève présentation du projet, maintenant, à quoi ressemblent les pratiques de reconnexion entre élevage et végétal spécialisé? Elles sont assez variées et pour mieux les connaître et les comprendre, nous avons mené au tout début du projet, il y a un an et demi maintenant, une enquête en ligne à destination des producteurs. On a été assez satisfait des retours qu'on a eu, puisqu'on a eu 149 réponses, ce qui pour un questionnaire mail était quand même plus qu'espéré. Les répondants étaient situés un peu partout en France, sans forcément du coup représentativité, puisque cela dépendait de comment l'enquête avait été diffusée dans tel ou tel réseau, dans telle ou telle chambre, etc. Donc 75% des répondants étaient en agriculture biologique, et ça c'était équivalent dans toutes les productions, et 25% en conventionnel. Euh, on avait 45% d'agriculteurs répondants qui pratiquaient déjà, qui reconnectaient déjà le végétal et l'élevage, ou qui l'avaient reconnecté, mais qui avaient cessé cette pratique. Et 25% de porteurs de projets, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'agriculteurs. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui parle. Est-ce que vous pouvez vérifier que vos micros sont bien fermés, s'il vous plaît? Merci. Donc, les porteurs de projets, la définition. Il s'agit d'agriculteurs déjà installés, donc qui ont vraiment des ateliers, etc., et qui souhaitent faire venir un atelier d'élevage sur leur exploitation ou faire venir des animaux dans le cadre d'une prestation de service ou autre sur leurs exploitations. Vous voyez que 45 et 25, on n'arrive pas à 100%. Les restants étaient des curieux, donc des agriculteurs qui s'y intéressent, mais qui n'ont pas forcément encore un projet sérieusement établi. Quelle production végétale était concernée? Vous voyez une large diversité, mais
une majorité tout de même de cultures pérennes. 39% de vergers, 31% de vignes. Le reste étant constitué de maraîchage, FEPAM, d'autres cultures, petits fruits. Et au niveau de la diversité des cultures présentes sur une exploitation, on avait 75% de monoproducteurs, c'est-à-dire avec une forte orientation vers une culture ou l'autre, et un quart de polyproducteurs qui associaient par exemple des vignes du maraîchage et des PAM, voilà, des exploitations diversifiées au niveau végétal. Voilà pour le côté végétal. Et maintenant, que se passe-t-il côté animal? Quelles espèces animales intéressent les producteurs? Quasiment la moitié, c'était des ovins. Ça n'était pas une surprise, c'est quelque chose qu'on avait en tête. Lorsqu'on cherche des ressources, lorsqu'on cherche des témoignages, on trouve beaucoup plus de choses sur les ovins que sur les autres productions. Ce qui nous a un petit peu plus surpris, c'est le chiffre suivant, les 25% de volailles et de palmipèdes. Ça, on ne s'y attendait pas forcément. Et à noter que c'était plus marqué chez les porteurs de projets. Donc les gens en place s'orientaient très, très majoritairement vers les ovins et les porteurs de projets s'orientaient toujours majoritairement vers les ovins, mais aussi beaucoup vers les volailles et les palmipèdes. On va voir par la suite que ce n'est pas si simple d'introduire des volailles sur une exploitation. Donc, à voir si ces porteurs de projets confirmeront leur choix des volailles ou s'ils s'orienteront peut-être plutôt vers les ovins. À voir ça. Pour là-dessus, on n'a pas encore la réponse. Le dernier quart est très différent puisqu'on trouve à la fois des bovins, des caprins, des équins et un petit pourcentage de porcins. Donc, on peut introduire finalement tout type d'animaux sur des exploitations végétales spécialisées. Pourquoi les exploitants souhaitent-ils ou introduisent-ils des animaux sur leurs exploitations? Les motivations sont très variées. Vous allez voir que je vous présenterai ensuite la diapositive sur les vergers, mais vous allez voir que les grandes tendances restent entre les deux productions. D'abord, c'est des motivations techniques pour plus de la moitié, avec notamment des enjeux autour de la gestion de l'enherbement, de l'amélioration de la structure du sol, de la fertilisation organique. Ensuite, on trouve des motivations sociales, avec l'idée de positiver l'image de l'activité. Puis des motivations économiques, économiser du carburant essentiellement, puis environnementales, avec quelque chose autour de la biodiversité. Côté verger, on retrouve un peu le même équilibre, mais le technique est encore plus accentué puisqu'on passe à 67%. Ce sont essentiellement les mêmes items qui arrivent en premier. Une motivation qu'on ne retrouve pas en verger et qu'on retrouvait en vigne, c'est tout ce qui concernait aussi la valorisation pour la commercialisation. En termes de marketing, d'arguments de vente, ça revenait côté vigne et pas ou peu côté verger. Si on peut dessiner une différence, ce serait notamment celle-ci. Au niveau des freins, ils sont plus resserrés. Ça se voit, il y a moins d'items dans chacun. Et ce qui arrive en tête, c'est tout ce qui concerne le surplus de travail occasionné par la présence d'un atelier sur l'exploitation. Merci Julien Boussiquier de fermer le micro. Merci. Mais aussi des freins techniques liés notamment au risque pour la culture. Puis après, des freins réglementaires, surtout pour les porteurs de projets. On peut imaginer du coup que les agriculteurs qui pratiquent déjà ont résolu finalement ces freins réglementaires. Ensuite, on a travaillé à dessiner des portraits types des agriculteurs qui ont répondu au questionnaire. Un profil type du viticulteur pratiquant et qui reconnecte avec des animaux sur son exploitation. Donc, il s'agit d'un viticulteur avec 10 hectares et qui est en agriculture biologique. Majoritairement, il va reconnecter avec des ovins ou des ovins associés à une autre espèce animale, une autre espèce herbivore, puisqu'on trouve à la fois des chèvres, des chevaux et des bovins. L'atelier d'élevage n'est pas sur l'exploitation, mais lié à un tiers, un autre agriculteur
agriculteur, un éleveur indépendant de l'exploitation. Il n'y a pas de contrat formalisé entre les deux exploitants. Les motivations tournent autour de la gestion de l'enherbement, de la fertilisation organique, de l'économie de carburant et sont aussi cités fréquemment la biodiversité, la structure du sol. Les freins tournent autour des risques pour la culture et du surplus de travail. Et là, comme on est dans le cadre d'un partenariat, un frein qui revient aussi, c'est la difficulté à trouver un éleveur. Celle-ci est très différente suivant les régions. Dans les régions où l'élevage est encore présent, c'est évidemment beaucoup plus facile de trouver un éleveur que si l'élevage a quasiment disparu du paysage. Pour l'arboriculteur qui pratique, donc il a 6 hectares et il est en agriculture biologique, à 42%, il s'oriente vers les ovins et à 30%, il associe des ovins et des volailles. On n'a pas d'informations si précises que ça, donc on peut imaginer par exemple les ovins sont sur certaines parcelles et les volailles sur d'autres. Ça, on n'a pas de détails techniques aussi précis sur leur fonctionnement. Il est motivé par la fertilisation organique, la gestion de l'enherbement, le nettoyage du sol après la récolte et l'économie de carburant liée à la gestion de l'enherbement notamment. Il souhaite aussi favoriser la biodiversité. Là, l'atelier d'élevage est situé sur l'exploitation, ce qui s'explique aussi par le fait qu'il y a beaucoup plus de volailles et que ce n'est pas possible de faire venir un éleveur avicole avec ses poules sur son exploitation. Il y a un objectif de génération de revenus avec cette reconnexion. Et là encore, quand il y a un contrat avec un éleveur extérieur, il n'y a justement pas de contrat formalisé. C'est basé sur du verbal. Les freins tournent autour du risque pour la culture et du surplus de travail, tout à fait comme dans le cas du viticulteur. Un dernier profil type que je souhaite vous présenter, c'est celui du viticulteur qui est porteur de projet. Donc, il est déjà installé, mais il n'a pas encore d'animaux sur son exploitation. Il est en réflexion là-dessus. Là, c'est un viticulteur qui a 8 hectares, donc une surface pas si éloignée du premier. Il est en agriculture biologique et là, il n'est pas encore fixé sur l'atelier d'élevage. À 81%, les gens citent les ovins et à 56% des palmipèdes ou des volailles. À voir comment évoluera leur choix au final. Il est motivé par à peu près la même chose que l'agriculteur qui pratique déjà. Gestion de l'enherbement, fertilisation, carburant, biodiversité, structure du sol. On retrouve les mêmes items, même s'ils ne sont pas forcément classés dans le même ordre. L'atelier d'élevage est là, il prévoit là encore qu'il soit lié à un tiers indépendant de l'exploitation. Il souhaite avoir une génération de revenus grâce à cet atelier, à voir dans quelle mesure c'est quelque chose de possible. Et il ne prévoit pas de contractualiser directement avec le tiers. Les freins, on trouve en tête la difficulté à trouver un éleveur. Forcément, quand on ne l'a pas trouvé, c'est notre première difficulté. Puis les risques pour la culture, le surplus de travail, comme dans le cas de l'agriculteur déjà pratiquant, et s'y ajoutent les problèmes réglementaires. Voilà pour les principaux résultats de cette enquête. On a des résultats complémentaires aussi sur le maraîchage qui ont été présentés dans le précédent webinaire. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil si vous souhaitez savoir à quoi ressemblent les maraîchers qui pratiquent les reconnexions culture-élevage. L'étape suivante, c'est de vous montrer cet espace ressource. Où le trouver? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était hébergé sur Gecko. Alors, comment aller sur Gecko? Eh bien, vous pouvez tout simplement ouvrir votre navigateur et taper Gecko Éco-Phyto. Et c'est le premier résultat que vous allez trouver. Peut-être connaissez-vous déjà la plateforme qui est gérée par l'ACTA et qui comprend toute une base de connaissances sur l'agroécologique et depuis peu des espaces thématiques. Celui qui me concerne aujourd'hui, c'est le troisième. Reconnecter élevage et végétal. Hop, je clique et j'y arrive. Qu'est-ce qu'on trouve dans cet espace? Donc là, nous sommes sur la page d'accueil. On trouve des modules un petit peu de sensibilisation pour découvrir la reconnexion culture-élevage, des témoignages et retours d'expérience d'agriculteurs, toute une base de ressources techniques dans cette partie comment mettre en place la pratique,
un volet réglementaire, puisque c'est une des préoccupations qui revient notamment chez les porteurs de projets, et les enjeux à ce sujet sont très forts, et une partie territoriale qui est peu alimentée aujourd'hui, mais qui pourrait être complétée par la suite. Tant que je suis sur l'espace ressources, je- je vous informe que du coup, en ce moment, les sites chambres d'agriculture sont en cours de migration, ce qui veut dire que beaucoup de liens qui sont sur la plateforme ont été cassés dans cette migration qui est en cours. Donc, chaque jour, on voit que de nouveaux liens peuvent être cassés et les documents n'ont pas forcément été remis en ligne. Donc, ne vous étonnez pas quand vous cherchez des documents si certains, eh bien, arrive sur une page 404 ou vers une page générique d'accueil. C'est dû à cette migration et ça va être résolu progressivement au cours de l'été. Également, si vous voyez que certains documents manquent, ne sont pas référencés, certains projets que vous connaissez ou des témoignages qui vous semblent pertinents, n'hésitez pas à nous les remonter dans le chat. Comme je disais, c'est un espace qui a pour but d'être actualisé régulièrement, de se compléter au fil des projets. On a tenté d'être le plus exhaustif possible, mais il peut toujours manquer des choses. On a aussi repéré des projets pour lesquels il n'y avait pas encore de livrables qui vont venir. Donc voilà, vous pouvez aussi nous signaler des choses à remonter. Je vais vous présenter rapidement un des modules de sensibilisation pour vous permettre de le découvrir. Il s'agit de cette page «Qu'avez-vous à y gagner?» Donc là, on est vraiment sur une première approche. En parcourant l'image, on a des items qui s'affichent et qui reprennent les principales raisons qui poussent les gens à s'orienter vers ces reconnexions culturelles, les principaux intérêts qui peuvent y être associés. On a ici la gestion de l'enherbement, la fertilisation organique, le côté organisation du travail, le besoin en fourrage si on se place du côté éleveur ou d'un agriculteur qui a aussi déjà un atelier d'élevage. Donc voilà, ce sont des choses tous les intérêts qui peuvent pousser à ces reconnexions qui sont pratiquées depuis très longtemps. Voilà pour cette première découverte. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à la découverte de cette partie comment mettre en place, où se trouve l'essentiel des ressources techniques de l'espace ressources. Nous allons commencer par les ovins et ensuite on passera aux monogastriques. Donc là, Camille, si tu veux prendre Oui, la parole. oui, bonjour à tous. Camille Ducourtieu, Chambre d'agriculture de la Dordogne. Donc moi, je travaille sur les reconnexions culture-élevage depuis bientôt 10 ans. Alors là, je vais, avec Mélanie, on va vous montrer comment, dans cette plateforme GECO, on va zoomer sur le thème qui est la- l'intégration d'ovins dans les cultures pérennes, donc qu'on soit en arboriculture ou en viticulture. Alors, pour aller voir comment ça se passe, on a deux accès. Il y a comment mettre en place ou quelle combinaison animale-végétale pour quel objectif. Voilà, c'est les deux accès. Si on part sur comment mettre en place, on arrive sur une image synthétique, comme tout à l'heure vous a présenté Mélanie, avec les différents types de cultures accessibles par les ovins. Donc maraîchage, euh, culture pérenne, grande culture, tout ce qui est contrat, là, elle a fait défiler Mélanie. Et puis, donc voilà, on a vraiment accès à tous les types de cultures possibles. Alors, si on clique sur culture pérenne, on arrive aux différentes espèces, dont les ovins, dont je vous ai cité, mais on a aussi donc les bovins, les équins, les porcins, les caprins, la volaille, etc. Donc, si on clique sur les ovins, nous arrivons sur une page qui est assez fournie en informations,
et qui démarre sur tout ce qui est base sur la production ovine. Alors, dans cette page-là, on commence par expliquer un peu, alors, entre guillemets, le b.a.-ba. On part sur tout ce qui est accès réglementaire et quand je crée un atelier au vin, comment ça se passe. Donc, les informations, elles peuvent se trouver notamment dans le guide des bonnes pratiques ovines. Donc, vous voyez, vous avez les liens dans le texte. Et donc, ce guide des bonnes pratiques, son objectif, alors c'est un gros document, vous le trouvez donc à télécharger, il fait 80 pages. Alors, ça peut faire peur comme ça, mais en fait, c'est des fiches individuelles. Et donc, l'objectif de ce guide, c'est d'assurer la sécurité sanitaire et la traçabilité de la viande et du lait. C'est tout ce qui est respect de l'environnement. Et puis, c'est aussi améliorer les performances zootechniques tout en maintenant un bon état sanitaire du troupeau, donc bien-être animal, etc. On trouve plusieurs items. Le premier item, c'est identifier les animaux. Le deuxième, c'est comment gérer les mouvements des ovins vivants, donc les bons transports, comment ça se passe, etc. Le troisième item, c'est gérer la santé du troupeau. Donc là, c'est tous les outils réglementaires qui sont disponibles pour gérer la santé du troupeau, comment se passent les interventions sanitaires, comment fait-on dans le cas d'avortement, quelle est la pharmacie de base à avoir, etc. On a aussi une partie comment alimenter et abreuver les ovins. Alors, ça ne va pas très très loin dans le détail, mais ça donne vraiment des bases importantes pour maintenir la qualité des aliments, par exemple, lorsqu'on les stocke, comment bien maîtriser l'abreuvement des animaux. Voilà. On a aussi l'aspect traite des brebis, parce qu'on peut avoir aussi finalement le pâturage additionnel. Ça peut être, alors c'est plus rare à la marge, mais des brebis laitières. C'est aussi comment gérer la bergerie. Et puis, tout ce qui est environnement de l'exploitation, comment on gère tout ce qui est règlement sanitaire départemental, etc., les liens réglementaires liés à tout ce qui est épandage et engrais de fer. Donc, voilà les items. Ce guide des bonnes pratiques, donc là, on vous a mis la présentation du sommaire. Vous avez les items dont j'ai parlé qui sont en onglet, là, sur la droite, que je vous ai remis. Et à chaque fois, il y a des rappels des principaux contaminants. C'est vraiment un document très sanitaire réglementaire, donc qui aborde les aspects aussi contaminants, qu'ils soient biologiques, chimiques et physiques. Ce qui est bien dans ce document, c'est qu'il y a donc des documents supports d'exemples d'enregistrement, mais il y a aussi des autodiagnostics possibles pour voir si on est dans les clous ou pas. Donc voilà, c'est un document assez facile d'accès que je vous conseille d'aller consulter. Donc, si on revient à notre espace ovin dans les cultures pérennes, on a aussi tout ce qui est aspect synthèse des connaissances. On a fait une petite partie synthèse qui reprend, comme vous l'a montré Mélanie tout à l'heure, avec l'image synthétique des intérêts, atouts et de la pratique. Là, on a fait ça aussi, intérêts et limites. Donc, bloc vert intérêt, bloc orange limite de la réintégration des ovins dans un verger ou dans les vignes. Si on va sur la partie intérêt, donc là, on a on a insisté sur 4 thématiques principales, notamment la gestion de l'enherbement. Donc ça, on sait que les ovins, du fait qu'ils pâturent les interrangs, ils vont permettre d'avoir une qualité de couvert qui est maintenue rase et verte.
donc qui protège le sol dessous et qui permet évidemment de limiter les interventions mécaniques ou herbicides. Du coup, comme il y a une réduction des interventions, il y a une réduction des charges opérationnelles sur la culture pérenne. C'est aussi une amélioration de la fertilité des sols, donc, puisque c'est une fertilisation à la fois minérale et organique. Donc, généralement, on a une amélioration du taux de matière organique et on a surtout aussi de l'azote facilement disponible par les PISA et les FSS des ovins. Donc, on augmente même, alors on maintient en phosphore et potasse la fertilité des sols et on arrive à augmenter l'azote directement disponible. Au niveau de la santé du sol, alors là, les résultats sont moins évidents à montrer, mais en tout cas, on a beaucoup de retours sur une amélioration de la vie biologique des sols. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a souvent des structures de sol améliorées, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un enherbement, un couvert permanent qui permet donc de pas abîmer le sol dessous, quoi. Il est protégé. Au niveau des limites, alors on va en reparler juste après, on a potentiellement des dégradations possibles liées à la présence des animaux sur les infrastructures de vergers type irrigation ou sinon sur les arbres eux-mêmes. Mais souvent, ce qu'on constate, c'est que souvent à des défauts de conduite du troupeau. Alors, pas systématiquement, mais il y a moyen d'améliorer et d'éviter les choses en changeant les pratiques de conduite de pâturage. Ce qui est important aussi, on le souligne, c'est qu'il y a un savoir-faire important, c'est du vivant, les animaux, donc il ne faut pas évidemment faire n'importe quoi. Et se dire, bon, les brebis, c'est facile à gérer, ça va être simple. Ça reste un petit ruminant, donc qui est assez fragile au niveau sanitaire. Donc, il faut vraiment avoir une compétence minimale pour acquérir un petit troupeau. Au niveau gestion sanitaire, là aussi, il faut faire attention parce que la réglementation est là, donc il faut la connaître. Au niveau parasitisme, par exemple, on est assez à l'abri parce que souvent, dans le cadre du pâturage additionnel, les ovins passent peu sur les surfaces, donc les sols sont indemnes de parasitisme. Donc souvent, la pression parasitaire pour l'animal baisse. Sur le végétal, c'est moins évident, mais il y a quand même des retours positifs sur certains sur les mildious, sur certaines maladies qui, en fait, seraient baissées quand même par la présence des animaux. Et un dernier point, c'est que si c'est un partenariat, le partenariat, c'est pas si évident que ça. C'est beaucoup une question d'entente entre êtres humains, donc ça match ou ça matche pas. Souvent, on remarque que ça match quand les gens se connaissent déjà bien en amont. Les rencontres fortuites avec un partenariat immédiat, c'est pas toujours facile, quoi. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, alors, si on se met dans la posture de je veux mettre des brebis dans mon verger, je vais avoir plein de questions. La première qui vient, c'est par exemple, qu'est-ce que je vais. Bon, il y a un éleveur qui va venir chez moi, il a telle race de brebis, est-ce que ça va convenir, est-ce que ça va pas convenir? Donc, vous avez toute une partie, donc c'est comment faire en pratique avec des petits résumés. Donc, par exemple, sur le choix de l'animal, vous le voyez en numéro 2. Si donc vous-même, par exemple, vous créez un atelier où vous faites venir des brebis, en fait, on s'est aperçu en faisant des enquêtes dans différents projets que tout convient en fait au niveau des brebis. C'est sûr qu'il y a des brebis plus rustiques, plus typées entre guillemets chèvres, qui vont avoir tendance
à avoir une appétence pour les ligneux et la strate arbustive, donc où il peut y avoir un petit peu plus de risques que sur des races herbagères qui ont plutôt la tête en bas et qui vont s'occuper de l'herbe. Mais tout convient. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus facile évidemment avec des femelles adultes non suitées et qui ne sont pas en lutte, par exemple, avec des béliers. Mais là aussi, c'est quand même faisable avec des agneaux. Voilà. Tout est question de, entre guillemets, dosage, c'est-à-dire que adapter le chargement et les temps de présence. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, vous avez sous ces petites parties-là, ces 7 petites sous-parties, vous avez tout un espace de ressources à consulter avec pas mal de documents. C'est toute cette partie. Donc, vous voyez, vous avez des fiches, vous avez même des vidéos. Alors, Mélanie vous l'a dit, cet espace est en construction et pas. Alors, il est bien rempli, mais on continue de l'enrichir. Il y a des livrables qui vont arriver prochainement, qui sont en cours de finalisation, qui viennent d'autres projets. Donc, ça va évoluer encore. Mais on peut voir déjà qu'on arrive à trouver pas mal de choses, notamment, alors, si on, par exemple, si on prend une question assez récurrente, surtout chez les viticulteurs, c'est je fais des traitements au cuivre. Je sais que les brebis sont sensibles et peuvent développer des intoxications chroniques au cuivre. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur cet espace de disponible par rapport à cette problématique-là? Donc, il y a notamment 3 documents disponibles. Un premier qui s'appelle le pâturage au vin en verger face au risque cuivre, expérimentation et recommandation, voilà, première ligne. Ensuite, on en a un autre 4e ligne, voilà, pâturage au vin en verger, risque d'intoxication. Et on en a enfin un autre qui s'intitule cuivre et brebis, quel est le risque d'intoxication? Donc voilà, on en a 3 à l'heure actuelle. Alors, si on zoome sur ces 3 documents, alors je vous les ai affichés dans notre diaporama. Alors, on a un document voilà, qui est issu du projet Sagittaire. On a aussi un document, voilà, on vous a cité les titres, qui vient issu du projet Dépasse. Et un autre qui vient du projet Écorce. Voilà, donc 3 projets, 3 documents sur ces risques d'intoxication au cuivre. Si on fait un zoom sur cette problématique, est-ce que c'est vraiment une problématique finalement? Le cuivre et les ovins, c'est des intoxications qui sont finalement assez rares. Des départements comme la Gironde, il y a eu plus de cas d'intoxication à des produits phytosanitaires type désherbants ou fongiques, plus que liés au cuivre. Alors, pourtant, les chiffres peuvent faire peur parce qu'on a un seuil de tolérance de consommation régulière qui est pour un vin qui est de 15 à 20 mg de cuivre par kilo de matière sèche ingérée. Et en fait, on s'aperçoit quand on fait des analyses d'herbes dans des interrangs de vignes qu'on est parfois dans le projet de Brobilink, on arrivait à 8 à 10 fois plus de teneur que ce que pouvait supporter en théorie la brebis. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Alors, il faut savoir que l'intoxication au cuivre chez les ovins, ça a donc un effet cumulatif. La brebis va cumuler le cuivre dans le foie et il y a un moment où ça va plus être supportable, il va y avoir un relargage dans le sang. Et donc, c'est à ce moment-là de ce relargage qu'il y a une mortalité qui peut venir tout d'un coup rapidement, quoi. Donc, elle peut passer 6 mois, 1 an à aller pâturer dans les vignes, rien à voir. Et puis tout d'un coup, au moment du relargage, elle va succomber en très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui fait que ça arrive rarement?
malgré des teneurs en cuivre parfois importantes dans l'herbe, c'est que le déclenchement de l'intoxication, il dépend de la concentration, notamment en molybdène et en soufre. Alors, cette teneur en molybdène, elle est variable dans les sols, comme la teneur en soufre. Ce qui a été déterminé, c'est qu'il y a une valeur seuil aussi de risque qui est quand la teneur en cuivre, le ratio cuivre sur molybdène est supérieur à 20. À ce moment-là, on a un risque. En dessous, finalement, eh bien, on peut avoir beaucoup de cuivre, mais si on a beaucoup de molybdène, on a peu de risque. Parce qu'ils vont s'associer dans le corps de l'animal et donc ça va permettre d'évacuer cette partie cuivre parce que le molybdène est rejeté avec le cuivre. Concrètement, donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a peu d'intoxication en vigne parce que aussi, donc il y a ce ratio, mais il y a aussi le fait que souvent les parcelles sont maturées environ 6 mois, minimum 4 mois à 6 mois après le passage du dernier traitement de cuivre, généralement début août. Donc, les animaux passant en novembre-décembre, on a quand même un laps de temps qui fait qu'il y a une pluviométrie qui limite les teneurs en cuivre. Et ensuite, hein, ce qu'on sait aussi, c'est que il faut. Alors, les recommandations, c'est des traitements cupriques, les moins, enfin, avoir des cumuls de traitements les plus faibles possibles. Alors, ça a beaucoup évolué ces dernières années, c'est le cas chez beaucoup d'herbocériculteurs et viticulteurs. Donc, ne pas dépasser les 2 kilos par hectare et par an. Ça aussi, évidemment, ça dépend du type de sol. Sur un sol qui est bien structuré avec de la matière organique, on a moins de problèmes hein, que sur des sols très filtrants, sableux, où ça peut être plus compliqué. Et ce qu'on recommande aussi, c'est un retrait des animaux au moins 4 semaines, pendant 4 semaines après traitement et avec s'assurer qu'il y ait eu 200 mm de pluie entre le traitement et le passage des animaux. Voilà, ça c'est les recommandations par rapport au cuivre. Donc voilà sur cette question du cuivre. Après, on a un autre aspect qui est abordé, alors où on a plus de mal à répondre finalement, c'est par rapport à la notion de travail. Mélanie vous en a parlé aussi en introduction par rapport à nos retours d'enquête et la perception du travail lié au passage des animaux dans les vergers. On n'a pas vraiment de livrable dédié à la question du travail et du pâturage dans les vergers. Par contre, on a des éléments qui sont diffus dans pas mal de documents, donc dans les fiches techniques, dans les différentes vidéos. Et on a aussi alors aussi dans les webinaires, donc il faut prendre patience et regarder. Et enfin, dans les fiches témoignages des agriculteurs aussi, où on a des éléments de réponse que vous pouvez trouver ne serait-ce que dans les titres des différentes fiches. Donc, voilà, le travail, hein, c'est du temps de broyage en moins, par exemple. Alors, c'est du quantitatif, mais c'est aussi parfois et même souvent du qualitatif, c'est-à-dire, j'ai pas moins de travail, mais le travail que j'ai maintenant, surveiller des animaux qui pâturent, hein, ça m'est plus agréable que de passer du temps à broyer. Donc, voilà, il y a l'aspect qualitatif qui est important. Un dernier point que je vais aborder, c'est donc dans les limites dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était les potentiels dégâts en arboriculture, notamment parce qu'en vigne, on n'a pas de problématique particulière. Alors, là, je vais vite vous reparler de ce qu'on avait vu dans le cadre du projet BrebisLink dans les années 2018-2019. On avait donc au lycée agricole de Saint-Thierry-la-Perche, c'est en Haute-Vienne,
on avait fait des essais de pâturage de brebis dans des vergers palissés de pommiers, avec des races plutôt herbagères, donc qui s'occupent plus de l'herbe que des arbres. Alors, pourtant, on avait eu des dégâts. La première année, en 2018, on a eu des dégâts. Et ces dégâts étaient essentiellement liés à des problèmes de complémentation des brebis. C'est-à-dire que le berger de l'exploitation était inquiet, il avait peur que la ressource ne soit pas suffisante. Et donc, il avait mis des nourrisseurs. On peut le voir sur la photo de gauche. La problématique, c'est que les animaux sont restés beaucoup autour du nourrisseur et se sont au bout d'un moment intéressés aux arbres, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a eu beaucoup de peur sur l'exploitation. Ils ont dit, ouais, on va peut-être pas refaire. Puis finalement, le chef d'exploitation a dit, non, mais il faut pas rester sur un échec. On a dû faire des erreurs de conduite. Donc, en 2019, ils ont arrêté d'amener du grain sur la parcelle. En plus, il y avait des pommes. Enfin bon, la ration était presque trop riche, rien que sur la parcelle. Donc, ils ont arrêté la complémentation. Ils ont réduit les temps de séjour sur la parcelle. Et de fait, ils ont réduit les dégâts, en fait, visibles. Ils étaient à moins de 1% sur les arbres, sur l'ensemble du verger, ce qui représente peu, et donc le rapport bénéfice-risque est vraiment faible. Ce qui en découle, les recommandations, donc, c'est, comme je vous l'ai dit, des temps de présence limités sur la parcelle, faire en sorte qu'il y ait un chargement qui soit adapté pour avoir une consommation assez rapide de la ressource, ce qui veut dire, on le voit quand on fait le tour de ceux qui pratiquent déjà, on est sur des paddocks souvent de 1 à 2 hectares pour des lots de 150 brebis. Voilà, c'est pour donner un ordre de grandeur des chargements instantanés. On recommande aussi, alors c'est pas obligatoire, mais c'est quand même mieux, des parcs de nuit hors verger, pour éviter aussi des zones de couchage qui peuvent abîmer la base de certains arbres. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ce qui s'est passé à Saint-Thirier, c'est éviter la complémentation des animaux ou des vergers. Voilà ce que je peux vous dire. Après, il existe des solutions de protection, surtout dans les jeunes vergers, comme vous pouvez le voir sur les différentes images. Alors, suspendre l'irrigation, là, c'est sous des pruniers dans le Lot-et-Garonne, où là où ça craignait, donc elle ne se dresse pas dès que c'est suspendu. Là où ça risque, c'est les départs ou arrivées des tuyaux, où les arboriculteurs ont été obligés de protéger, faire un peu un coffrage pour éviter que l'animal passe sous le câble qui arrive à terre et le soulève et le déracine un peu. Il y avait ça, et après, en solution, les Tubex, l'Ursus, et puis l'électrique. Alors, je vous ai mis là, elle va être sur l'espace aussi prochainement, une fiche où on avait mis ces différents types de solutions avec des coûts indicatifs pour protéger les troncs et les atouts et les inconvénients principaux de ces différentes techniques. Voilà, sur la partie ovins et culture pérenne. Merci beaucoup Camille pour cette présentation qui vous a à la fois permis de découvrir l'espace ressources tel qu'il est organisé, les différents documents qu'on peut trouver dessus, et puis de zoomer sur quelques questions techniques qui reviennent fréquemment. Je vous propose de faire quelque chose de similaire en monogastrique, et Florine, ça va être du coup à toi de prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Florine Marie, je suis chargée de mission recherche et développement à l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique, donc l'IPLAB. Donc, on va vous représenter à peu près le même cheminement, hein, donc on rentrera un petit peu moins dans le détail du cheminement parce que ça reste la même logique. En tout cas, donc la première question à se poser lorsqu'on parle de monogastrique et de reconnexion culture-élevage avec les monogastriques, c'est quels sont mes objectifs et mes moyens. Et donc pour ça, on vous recommande d'aller sur l'icône, donc quelle combinaison de production pour quels objectifs. Ce petit tableau reprend les ressources qui existent et donc qui ont été recensées dans le cadre du projet
Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de ressources, enfin, en tout cas, il y a plus de ressources recensées dans le cadre de la partie reconnexion avec les volailles que dans le cadre de la partie reconnexion avec les porcs. Et donc, via ces petites cases, vous pouvez directement accéder aux fiches pratiques, comme celle que Camille vient de vous présenter sur les ovins. Et donc, voilà, là, vous avez accès à culture pérenne et porc, et ici, culture pérenne et volaille. Et autre petit point, vous pouvez également accéder à la partie réglementation, mais je ne détaillerai pas ça, ça sera fait par la suite du webinaire. Et donc, la première question donc, à se poser, c'est bien quels sont mes objectifs. De fait, les monogastriques offrent des opportunités intéressantes pour la diversification, mais c'est un atelier qui implique un temps de travail, des infrastructures, une gestion quotidienne et une gestion de la culture, et de manière générale, une montée en compétences en élevage. En termes de ressources, ce qui a principalement été recensé, s'articule donc, comme je disais, autour de la volaille arboriculture et plutôt sur les thématiques, enfin en tout cas les objectifs principaux de gestion des bioagresseurs et de gestion de l'enherbement, avec d'autres objectifs annexes, mais donc qui ressortent un peu moins dans la bibliographie, que sont donc les revenus complémentaires permis par ces ateliers-là, et donc notamment la vente d'œufs lorsqu'on parle de poules pondeuses, et puis la valorisation de coproduits ou des déchets. Et donc là, c'est également dans le cadre du pâturage des poules, avec la consommation des fruits tombés au sol dans le cas où il y a une gestion du bioagresseur pour l'année suivante. Voilà pour cette partie-là. Et donc, une fois qu'on s'est posé cette question de quels sont mes objectifs, il y a un deuxième volet concomitant à ces objectifs-là, qui va être l'aspect réglementation. Donc là, on va pas vous présenter tout de suite le volet réglementaire sur GECO, ça va être vraiment détaillé par la suite. En revanche, le volet réglementaire, lorsqu'on parle d'élevage monogastrique, est crucial. Et donc, c'est ce qui peut aussi déterminer la mise en place de cet atelier chez vous, notamment d'un point de vue biosécurité. Donc, lorsqu'on parle d'élevage de porc, il va y avoir deux grands éléments en fait, à considérer sur la biosécurité. Le fait d'avoir des clôtures adaptées, donc ça va dépendre du type d'animaux, mais globalement, on est quand même sur des clôtures et des infrastructures de clôture importantes, et tout ce qui va être zonage d'élevage. Et puis pour la partie volaille, en plus de cette partie zonage, on va avoir une question de zone à risque. Donc zone à risque particulier et zone à risque de diffusion, comme vous le voyez là sur la petite carte. Et donc, en fonction de votre contexte géographique, enfin de votre localisation, il peut être plus ou moins judicieux de vous lancer dans cet atelier volaille en fonction notamment de vos objectifs. Si par exemple vos objectifs c'est de gérer des bioagresseurs, ça implique d'avoir globalement une volaille à l'extérieur. Si vous vous situez en zone à risque de diffusion, vos volailles seront une bonne partie de l'année, ou en tout cas risquent d'être une bonne partie de l'année en claustration pour des raisons sanitaires. Donc voilà, ça c'est vraiment des éléments à prendre en compte qui peuvent conditionner la mise en place de cet atelier de diversification via les porcs ou les volailles. Une fois qu'on a évidé tout ça, qu'on est dans une super zone où il n'y a pas de peu de risques de biosécurité, il y a une question qui revient souvent et assez rapidement, et donc qui est quelle souche ou race je dois choisir pour mon atelier. Donc finalement, la première question qui revient, c'est quels sont vos objectifs pour cet atelier-là. Donc là, sur la partie volaille, par exemple, dans la fiche mettre en pratique, vous avez donc le petit item 2, là, choix des animaux. Et donc, en fait, pour la partie volaille notamment, ça va vraiment dépendre de vos objectifs. On va avoir un peu une échelle de graduation entre ce que vous escomptez comme résultat d'atelier. Si vous avez des objectifs de production assez élevés, que ce soit en ponte, en kilo de carcasse, etc., ou si vous avez plutôt un objectif de production très faible, mais un objectif de gestion des bioagresseurs ou d'enherbement. Et donc, en fait, en fonction de ce gradient-là, il va être plus ou moins recommandé d'aller
soit vers une souche classique pour la partie production, soit vers des souches rustiques ou fermières pour cette partie gestion des bioagresseurs et de l'enherbement. Bien entendu, ça reste de la théorie, hein, c'est de la théorie de souche. Toutes les poules sont amenées à consommer le couvert et à chasser, mais malgré tout, les essais et donc les documents montrent malgré tout qu'une souche rustique et ou fermière a tendance à plus facilement chasser qu'une souche de poule rousse. Et pour la partie porc, juste, pardon Mélanie, avant de passer aux ressources disponibles, pour la partie porc, donc la question, en fonction de vos objectifs, va être complétée par la question quel est votre circuit de valorisation possible. Si vous êtes en direct, vous avez le champ des possibles, notamment en ouvrant potentiellement sur des races locales ou rustiques. Si en revanche vous êtes sur une partie filière longue, là c'est vraiment à voir avec votre groupement. Ou en tout cas votre acheteur, parce qu'il va potentiellement falloir privilégier des races classiques ou des races croisées classiques par rapport aux attendus, aux critères technologiques et commerciaux en filière longue. Voilà. Et donc, pour la partie volaille, le site recense quelques documents intéressants, donc notamment tout ce qui va être pratique issu des expérimentations du réseau DEFI. Donc là, on est vraiment sur la combinaison pratique pour réguler un bioagresseur sur le pommier en bio. Donc ça présente l'introduction, entre autres, des poules dans le verger. Vous avez également accès à un guide donc associé production fruitière et élevage de volailles. Et puis accès à de nombreuses fiches, et notamment les fiches issues du projet DEPAS, qui vous ont déjà été présentées pour la partie ovine, mais là qui reprennent spécifiquement des recueils d'expériences issus de l'introduction de poules ou poulets dans les vergers biologiques. Une autre question qui peut être posée et qui est tout à fait légitime, ça intervient notamment pas mal lorsqu'on se penche sur un atelier de diversification porc, c'est une question tout à fait légitime qui se pose, c'est ce fameux risque de dégradation du sol. Voilà, donc la question c'est, j'ai un sol sensible, est-ce que l'atelier finalement est compatible? Évidemment, en tant que porc, et donc leur comportement naturel vise évidemment à fuir. Donc globalement, on ne pourra pas les empêcher de fuir. Donc ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Et notamment, ils creuseront forcément leur propre bauge, même si vous en mettez à disposition. S'ils ont décidé que la bauge était à 4 cm de ce que vous aviez prévu, elle sera à 4 cm de ce que vous aviez prévu. Voilà. Idem pour les poules, bien que ça ne fasse pas des bauges, ça fait malgré tout, ce sont quand même des animaux nidicoles par nature, et elles creuseront forcément des nids, des nids de poussière. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte par rapport à votre sol. Il y a quand même des bonnes pratiques à avoir, et donc vous y avez accès sur le site dans le récapitulatif, mais globalement, les bonnes pratiques, c'est le fait d'avoir un chargement adapté sur vos parcelles, d'avoir une bonne rotation du pâturage. Donc, on va parler tout à fait de rotation dynamique, paddock, mise en défense de certaines zones. Et puis, de manière générale, de veiller à la santé de votre couvert végétal, parce que ça va être l'un de vos premiers indicateurs pour savoir si vous n'êtes pas en surpâturage et donc potentiellement en sursollicitation de vos sols. Voilà. Donc, globalement, après avoir pris connaissance de la nature et de la structure de votre sol, n'hésitez pas non plus à contacter des éleveurs qui seraient dans votre zone géographique pour avoir un retour d'expérience. Et petit conseil, malgré tout, si c'est vraiment un point spécifique qui vous inquiète, c'est que possiblement, il y a de fortes chances que l'atelier porc ou l'atelier volaille cause une trop grande dégradation de votre sol par rapport à votre seuil de tolérance à vous. Donc, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut l'avoir en tête. Voilà. Si c'est un élément d'inquiétude pour vous, possiblement, ce n'est peut-être pas le bon choix. Il y a une question qui revient aussi régulièrement, notamment dans des systèmes historiques de pré-vergers. Par exemple, en Normandie, en Bretagne, on en a encore pas mal. C'est le fait d'avoir déjà des ruminants qui pâturent dans le verger, donc que ce soit des bovins ou des chevaux également. Et la question, est-ce qu'on peut mettre des volailles avec? La réponse va être
assez brève, c'est non. Et donc tout ça pour les règles donc, de biosécurité qu'on vous a présentées très rapidement juste avant. Donc n'hésitez pas à aller consulter sur le site ensuite ce fameux arrêté de 2021 là, donc, qui précise la raison. Mais globalement, il faut avoir en tête que quand on a des volailles, on va avoir une zone d'élevage qui va être délimitée. Dans cette zone d'élevage, on va avoir potentiellement des unités de production de délimitées en fonction de la taille de notre élevage. Mais en tout cas, dans ce cadre-là, on va devoir poser sur papier ce que sont nos parcours. Et donc, à partir du moment où un parcours est catégorisé comme parcours volaille, il ne peut pas être pâturé par un autre animal domestique. Donc, ça restreint cette pratique-là. Voilà. Et n'hésitez pas, en tout cas, également, si vous avez le moindre doute sur cette pratique ou en tout cas sur votre projet à mettre en place, à contacter la DDPP de votre région. Donc, Mélanie a remis le lien, je ne sais plus trop où, dans l'espace, il me semble, ou dans la conversation, on va vous le remettre en tout cas prochainement. Mais voilà, vous avez un annuaire des DDPP, vous contactez la DDPP de votre département. Et globalement, ils sauront vous dire, et dans le cadre d'une hésitation de leur part, ils préféreront vous dire non plutôt que de vous faire prendre le risque de ne pas être dans les règles. Voilà. Enfin, la dernière question technique qui revient régulièrement sur la mise en place des monogastriques, notamment dans le cadre d'un contrôle de l'enherbement, c'est finalement mes jeunes vergers, mes jeunes arbres, comment je les protège du grattage des poules, du perchage des poules éventuellement, et puis du fouissage de manière générale des animaux. Donc ça, c'est pareil, vous avez quelques éléments qui sont repris dans l'espace ressources, donc des documents ressources à la fin des 2 fiches pratiques, comme Camille dans le cadre de l'O20. Et donc là, on vous a remis... Oui, pardon. Vas-y, Mélanie. Voilà. À la fin de chaque guide, enfin de chaque fiche pratique, pardon, vous avez des ressources associées. Voilà. Donc, n'hésitez pas à creuser et à aller naviguer de ressource en ressource. Vous trouverez forcément à un moment donné votre question. Et donc là, on vous a remis 2 illustrations pour chaque production. Donc à gauche, les 2 photos de gauche sont des protections, des moyens de protection pour la partie volaille. Donc vous le voyez, on peut encore rester à l'échelle individuelle de l'arbre avec notamment une gaine plus ou moins conséquente autour de l'arbre. Voilà, là en plus, tout à gauche, donc il y a un espèce de paillage sur la ligne qui va faire en sorte potentiellement de diriger la poule plutôt à creuser sur le paillis plutôt que d'aller creuser, enfin de gratter sur l'arbre. Par contre, quand on a affaire à des porcs, là vous le voyez sur les 2 photos de droite, donc il faut forcément une gaine de protection individuelle de l'arbre ne suffira clairement pas à protéger notamment du grattage du porc contre l'arbre. Donc, il faudra installer potentiellement un double fil électrifié, ou en tout cas avoir des animaux habitués au fait qu'un fil soit électrifié. Donc, ça peut être par ailleurs dans la parcelle une fois qu'ils sont habitués. En général, ils ne passent pas le fil. Mais voilà, il faudra en tout cas prévoir ce double fil-là pour bien protéger votre ligne d'arbres, notamment s'ils sont jeunes, parce que la truie est très curieuse et très joueuse, le porc de manière générale est très curieux et très joueur, et donc s'il y a quelque chose qui dépasse, il se fera une joie d'y aller. Voilà. Donc, de manière générale, on choisit une souche adaptée à ses objectifs. Tout à l'heure, je précisais le perchage des poules. En effet, les poules rustiques et fermières ont une tendance plus facile à se percher que les souches classiques. Donc, si vous êtes sur des vergers bastiges, ça peut être problématique sur votre production des bastiges. Donc, voilà, c'est vraiment bien à adapter en fonction de vos objectifs. On met bien en place les rotations de parcelles, les mises en défense ou les paddocks. On protège les plants avec du matériel adapté et surtout, une partie très importante du travail va être l'observation quotidienne des animaux et des arbres dans le cadre de verger.
Donc voilà, c'est un temps de travail à ne pas négliger et ça va aussi conditionner la réussite de cette synergie élevage-culture. Ici et qui permet de découvrir les règles animal par animal. Alors, je vais te laisser me guider, Sophie. Voilà. Alors déjà, donc, vous retrouvez les petites icônes voilà, qui sont constantes sur le site. Et donc, l'objectif de la partie réglementaire, on est plus sur des personnes qui sont en production végétale et qui ne connaissent pas la réglementation animale, mais il y a vraiment besoin de connaître à minima la réglementation animale pour ne pas se mettre en infraction voilà, par rapport à la réglementation. Donc, en fait, ce qu'on va présenter, c'est sur les principaux animaux, comment on accède à cet espace ressources et qu'est-ce qu'on peut y trouver. Donc, par exemple, en ovin, voilà, vas-y, tu peux ovin. Donc, c'est l'animal où on a le plus de probabilité, soit les agriculteurs qui ont une production végétale ont leurs propres animaux, soit ce qui est assez courant en ovin et pas courant du tout dans les autres, pour les autres espèces d'animaux, c'est faire pâturer des ovins qui viennent d'un tiers d'un éleveur. Voilà, donc par exemple, je souhaite avoir mes propres animaux, donc vous allez voir que l'espace va se présenter un peu pour tous les animaux de la même façon. Et notamment, on peut le présenter là sur les 5 libertés parce qu'on va, par rapport au bien-être animal, on va avoir les 5 libertés qui vont revenir sur tous les animaux, puisque respecter le bien-être animal, c'est quelque chose qui est valable quel que soit le type d'animal. Donc, vous avez les 5 libertés et à chaque fois, sur cet espace ressources, vous allez avoir un petit plus qui va vous renvoyer vers des ressources que vous pourrez aussi retrouver en passant par d'autres, comment dirais-je, d'autres zones de l'espace ressources. Donc là, par exemple, vous avez le petit plus respecter le bien-être animal et vous allez retomber sur quelque chose de plus détaillé sur les 5 libertés, voilà, avec des vidéos, etc. Donc voilà, l'objectif, ce n'est pas aujourd'hui de cliquer sur les vidéos et de les voir, mais c'est de savoir que vous pouvez y avoir accès. Et donc ça, on ne présentera qu'en ovin, puisque c'est la même chose sur les autres animaux. Ensuite, ce qui est important, pour présenter un peu, voilà, à chaque fois, vous aurez un aspect identification, traçabilité qui renvoie vers un espace ressources et qui contacter pour avoir ces informations. Voilà, donc entre autres l'EDE. Donc à chaque fois, vous avez les petits plus à cliquer qui vous renvoient par exemple sur l'EDE. Là, si on peut cliquer sur l'espace en dessous, vous aurez à chaque fois donc ça va vous renvoyer vers le type d'animal sur lequel vous cherchez une ressource. Par exemple, sur le petit plus en dessous, ça vous renvoie sur le site de l'IDEL, puisque c'est l'institut qui s'occupe des ruminants. Et donc, vous aurez aussi toutes les indications sur les transports d'animaux, la gestion sanitaire, etc. Voilà, donc, et ce qui est important, donc les questions ont été posées aussi dans le chat et ça a déjà été évoqué justement, des choses où on a des réponses et d'autres où on n'en a pas. Donc, il y avait l'aspect par rapport au cuivre, donc les délais après intervention. Donc, si tu veux cliquer sur délai après intervention, voilà. Pour signifier aussi, il y a des choses des ressources qu'on a trouvées et d'autres où il existe encore des trous dans la raquette. Hein. Et notamment, puisqu'on est dans des vergers qui soient bio ou conventionnels, des vergers ou des vignes, hein, pardon, qui soient bio ou conventionnels, on a
les agriculteurs peuvent se poser la question de délai de rentrée pour les animaux. Donc voilà, il y a des délais de rentrée qui existent pour les humains, pour tous les produits phytosanitaires. Par contre, ça n'existe pas pour les animaux. Alors, le bon sens voudrait qu'on respecte au moins le délai de réentrée pour les humains, hein. Et puis, il y avait cette attention particulière pour les ovins, donc juste pour les ovins, sur le cuivre. Donc là, si vous allez cliquer sur le petit plus, vous allez retrouver aussi les fiches cuivre que Camille vous a présentées tout à l'heure. Donc voilà, il y a des ressources qui reviennent, qui peuvent revenir par différents créneaux. Voilà. Ensuite, on avait quelque chose sur la fertilisation et notamment la fertilisation avec des sous-produits animaux, ce qui peut être quelque chose en bio. On utilise des farines de plumes, etc. Et donc là, c'est pas très net au niveau de la réglementation. Donc, il faudrait revoir par rapport au bio, voilà, les délais entre la fertilisation avec des sous-produits animaux et le fait de mettre ensuite des animaux dans la parcelle. Et après, les délais avant récolte, voilà, c'est des choses, en général, on se pose moins de questions parce que pour la plupart des animaux, ils sont quand même sortis relativement longtemps avant récolte. Sinon, en général, on se donne 3 semaines, voilà, pour les sortir avant récolte. Voilà. Donc, on va peut-être passer sur la partie partenariat, justement, puisque en ovin, c'est quelque chose qui est… voilà, donc je souhaite faire… Voilà, donc on a toujours les 5 libertés à respecter parce que même si c'est des ovins qui ne vous appartiennent pas, il faut quand même qu'ils soient, comment dirais-je, bien traités, voilà, qui puissent être dans de bonnes conditions, avoir de l'abreuvement, etc. Et là, vu qu'on est sur la partie élevage avec un tiers, intervention d'un tiers, aller sur le contrat avec l'éleveur. Et donc là, vous avez un petit laïus sur le contrat avec l'éleveur. Et derrière, en cliquant sur le petit plus, vous allez retrouver dans l'espace à la fois comment rechercher un partenaire. Donc, il y a peu de sites qui mettent en lien des éleveurs et des producteurs en production végétale. Parce qu'en fait, ce qu'on a vu, c'est que souvent, c'est des agriculteurs qui se connaissent de longue date et qui sont souvent proches. C'est important quand même la proximité par rapport au transport des animaux, etc. Mais bon, il y a quand même parfois des partenariats qui sont sur des grandes distances. Et éventuellement, par rapport à la recherche de partenaires, pour l'instant, il existe 2 sites qui potentiellement peuvent mettre en commun où vous pouvez essayer de trouver un agriculteur, enfin un éleveur. Donc, c'est le site Échange céréalier éleveur. C'est un site qui a été créé par les jeunes agriculteurs Bourgogne-Franche-Comté et qui fonctionne, qui est toujours en fonctionnement, mais qui n'a pas été utilisé depuis un moment. Donc après, l'objectif, ça serait de le faire vivre pour justement avoir ces échanges intéressants sur des zones proches. Et ensuite, on avait trouvé un autre lien, c'est par la FNAP, donc Agribiolien. Pareil, c'est un site d'échange. Ces 2 sites ne sont pas destinés au départ spécifiquement aux échanges entre éleveurs et producteurs en culture pérenne. Notamment le site Bourgogne-Franche-Comté, des JA Bourgogne-Franche-Comté, c'était un site qui était dédié pour échanger du foin, des céréales, de la nourriture pour les animaux, surtout avec les céréaliers. Voilà, et ensuite, si on est sur le partenariat, vous allez pouvoir retrouver des informations sur
partenariat. Comment mettre en place du partenariat, des fiches de partenariat, donc qui sont issues du projet Brebis Link et que vous retrouverez aussi en passant voilà, dans l'espace ressources où le projet Brebis Link est décrit. Donc voilà, là, c'est partenariat éleveur ovin, mais c'est des fiches partenariats qui peuvent être inspirantes aussi pour d'autres animaux, sachant que actuellement, on n'a pas trouvé dans les fiches témoignages de partenariat autre que pour les ovins. Pour les autres animaux, en fait, on est sur l'agriculteur qui installe ses propres animaux. Soit il a déjà des animaux, soit il en installe sur un verger ou une vigne, mais ça sera ses propres animaux. Voilà pour l'aspect ovin. On peut donc voilà, vous retrouverez des fiches guides, enfin voilà, dans l'espace ressources, hein, les fiches guides du partenariat et les types de contrats. On va peut-être passer sur un autre animal. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc monogastrique. On va passer sur les porcins. Donc, toujours la même construction de l'espace ressources, avec là, sur les porcins, donc des choses sur lesquelles il faut insister. Donc, c'est l'aspect biosécurité. Et donc, tous les aspects réglementation sont décrits sur des fiches biosécurité. Donc, à chaque fois, en cliquant sur le petit plus, on a toutes les informations sur les points réglementaires. Donc là, sur l'élevage bio en plein air, et notamment en faisant dérouler, on a parlé des clôtures. Et donc, vous allez pouvoir retrouver, en descendant, il y a une fiche spécifique sur les clôtures. Voilà, dans cet espace. Voilà, vous avez une fiche que vous pouvez télécharger sur les clôtures. Enfin, il y a plein de fiches que vous pouvez télécharger sur la biosécurité, mais voilà, entre autres, l'aspect clôture. Ensuite, si on revient sur les porcs, donc il y a quelque chose d'important pour la partie élevage de porc, c'est que là, il y a une obligation d'avoir une formation, un référent biosécurité qui justifie d'une formation de 7 heures, un référent biosécurité sur l'exploitation. Et donc là, pour quelqu'un qui n'est pas éleveur de porc au départ, c'est pas forcément évident d'avoir toutes les infos. Donc en cliquant sur la partie, sur le petit plus, on est relié à des formations. Voilà, des sites qui peuvent vous former voilà, et donner une attestation de formation. Donc voilà, sur la partie porc, il y a aussi tout ce qui est identification et traçabilité, mais ça, on va le retrouver sur tous les élevages, cette obligation d'identification. Voilà, les délais avec intervention, c'est la même chose. Les suivis sanitaires de l'élevage, pareil, on va retrouver des informations là spécifiques au porc sur le suivi sanitaire des vaches qui seront différentes des ovins, des bovins et des poules. Voilà, mais à chaque fois, on a avec l'animal des choses qui sont spécifiques et des choses qui sont comment dirais-je, commune à tous les animaux. On peut aller peut-être sur les bovins. Voilà, on en a moins parlé. Et comme Ghislain va présenter une fiche avec les bovins, donc toujours les 5 libertés. On peut aller sur l'identification et la traçabilité. Donc, toujours pareil avec l'identification, si tu veux cliquer sur le petit plus, voilà. Donc, tout ce qui est identification des animaux d'élevage, si tu veux descendre,
là, on va donc avoir des fiches spécifiques en fonction des bovins, voilà, des caprins, etc. Donc, on a des fiches spécifiques parce que il n'y a pas forcément les mêmes règles et c'est important voilà, d'avoir toutes les informations réglementaires par rapport à chaque animal. Donc, normalement, quelqu'un qui n'est pas éleveur au départ doit s'y retrouver, enfin, avoir en tout cas un minimum d'informations réglementaires. Et ce site a été conçu justement pour être assez simple et aller, on va dire, droit au but sur les aspects réglementaires. Après, et notamment l'aspect formation qui est obligatoire ou fortement conseillé suivant les animaux. Mais voilà, pour que quelqu'un qui est en production végétale ne parte pas de rien sur voilà, pour mettre en place des animaux. On peut passer sur peut-être les volailles. Voilà, donc volailles. Donc là, il y a des choses qui seront mises en place par la suite. Donc notamment avec, là on a l'identification et traçabilité. Donc là, en fonction de si on est sur un usage commercial. Donc, je pense que là, les vidéos ont été mises en ligne. Je pense ça doit être ça. C'est peut-être là les vidéos récapitulatives pour le 250. Non, c'est peut-être pas ça. Non, voilà. Donc, si c'est ça, simplement qu'il y a une publicité qui s'affiche avant, c'est pour ça. Voilà. Donc, en fait, voilà. Non, mais bon, l'objectif, voilà, c'est pas de les passer à aujourd'hui. Mais en fait, on a mis, alors, soit des fiches il y a des fiches très complètes qui sont indispensables. Et puis, il y avait aussi des ressources vidéo de quelques minutes qui sont très récapitulatives et notamment qui peuvent répondre aux questions 250 volailles, usage commercial, usage non commercial. Voilà, que disent les textes réglementaires. Donc ça, vous les retrouverez dans ces vidéos. Voilà, et donc vous allez retrouver toutes les infos sur 250, enfin voilà, par rapport à justement ce seuil de 250 volailles qui est important, je pense, pour des personnes qui souhaitent, par exemple, travailler sur la prédation, mais qui n'ont pas forcément l'intention d'avoir un revenu à partir du commerce d'œufs ou de poulets de chair. Voilà. Et puis, il y avait peut-être aussi quelque chose. Alors là, ça concerne plus les moutons. J'ai oublié d'en parler. Sophie, je vois l'heure qui tourne. Je pense qu'on va passer témoignage. À la partie témoignage. D'accord. Voilà, et ben, très bien. De toute façon, le site est conçu comme ça. Qui tourne. Il faut l'explorer. Oui. Alors, nous avons dans le cadre du projet collecté un certain nombre de témoignages que vous pouvez retrouver dans les fiches qui vous ont été présentées, mais aussi classés par zone géographique et par production. Donc là, par exemple, nous allons commencer par un témoignage. Celui-ci, 2 modes de gestion des chenaliers coexistent, des pâtures permanentes et du pâturage dynamique. Donc, c'est le témoignage de Ghislain. Je vais te laisser prendre la parole. D'habitude, j'interviens en tant que conseiller nucicole, mais là, c'est au titre de ma deuxième activité professionnelle que j'interviens. Donc, sur une exploitation bovin, viande et noix, en bordure de vallée d'Isère, donc sur un petit massif qui est parallèle au massif du Vercors. Voilà, pour ceux qui ne sont pas de la région, pour vous situer les choses en zone de colline. Un système donc noyer, prairie, donc élevage 100% herbe, et puis céréales pour l'autoconsommation, avec un système conventionnel extensif en système toute herbe pour les vaches et les noyers en bio depuis 1999. Voilà. Donc, si on peut passer à la diapo suivante. Donc,
l'objectif initial, donc on était sur un objectif à la fois économique et environnemental et social avec le temps de travail qui reviendra souvent dans nos objectifs au niveau de l'exploitation, puisqu'on n'est qu'à 1,5 UTH. Mon frère qui est l'associé principal et moi qui suis la doublure, voilà, qui assure un mi-temps sur l'exploitation. Voilà. Donc, il y a presque 140 hectares, une trentaine de noyers, dont 25 en production et 15 hectares de céréales. Voilà. Un effectif, donc un système très extensif, hein, puisqu'on n'a que entre 45 et 48 mères. Donc, ça fait que 110 bêtes au total qui pâturent une grande partie de l'année et on va dire du 1er avril jusqu'à maintenant avec le changement climatique jusqu'à fin novembre, voire courant décembre. Voilà. Particularité, un morcellement assez impressionnant dans notre zone, ce qui se traduit par la présence de 13 à 15 lots de vaches. Donc, ce n'est pas sans conséquence sur la pratique de la pâture, en particulier des arbres. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Donc, on est sur un système de mise à l'herbe précoce, parce que nous, l'objectif, c'est vraiment une valorisation maximale de la ressource fourragère. Il n'y a jamais eu de maïs fourrage sur la structure, pas par conviction, mais par temps de travail, puisque la structure, au départ, était une toute petite structure tabacole avec déjà des noyers et un petit élevage laitier du temps de nos parents. Voilà. Donc, en fait, il y a deux types de vergers qui sont pâturés. On est en zone extensive, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu une particularité. Ce que je vous présente, ce n'est pas la règle générale, c'est un système beaucoup plus confidentiel que les pâturages moutons qui ont été bien développés auparavant. Il y a quand même des conditions préalables des conditions, on va dire, pédoclimatiques préalables. On est sur des vergers haute tige, sans irrigation. Et sans traitement. Voilà. Donc, c'est bio et sans traitement. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, la zone dans laquelle on se situe nous permet de gérer sans intervention phytosanitaire. Donc, pas de problème de réentrée. Voilà. Donc, deux types de paddocks, en fait, des vergers qui sont intégrés dans des grandes pâtures, puisqu'on a quand même 2 grandes pâtures d'une quinzaine d'hectares, où là, on est sur un système de pâturage permanent. Alors, il est semi-permanent, puisque les noyers, dans les 2 cas, occupent des surfaces de l'ordre du tiers de la surface du parc. Donc, les vaches ne sont pas 100% du temps sous les arbres. Par contre, bénéficient, et en cette période de canicule, de l'ombre des vergers, et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et puis, alors, l'inconvénient, mais on s'adapte, tout le reste des vergers de noyers sont pâturés donc, par des tout petits lots de bêtes, donc ça va de 2 à 6 ou 7. Et là, par contre, on est sur du pâturage, je dirais one-shot, c'est-à-dire mise à l'herbe idéalement en 1er avril, et puis dès que la ressource fourragère est épuisée, on déplace les bêtes. Voilà. On peut passer sur la diapo suivante. Alors, le pâturage, il se traduit de la manière suivante. Après le premier passage, on a quand même un broyage, parce qu'il faut reconnaître que par rapport au pâturage mouton, le pâturage bovin est moins efficace et on a des refus. On a un risque de prolifération d'adventices type rumex, ortie. Essentiellement, parfois même des chardons qui s'adaptent très bien eux, au changement climatique. Donc on fait un broyage systématique au printemps après le pâturage. Voilà. D'autant plus sur les vergers qui sont fertilisés avec le fumier de l'exploitation, puisque là on a naturellement plus de refus. Alors l'avantage de pâturer, on en parlait un peu en préambule, par rapport à l'entretien du rang, les vaches entretiennent le rang aussi bien que les moutons. Et ça permet, avec le passage mécanique, d'avoir un entretien qui est très efficace, qui est plus efficace qu'un passage mécanique sol.
puisqu'en entretien manuel, on n'a plus qu'environ 10% des arbres pour lesquels on est obligé de passer de la débroussailleuse à dos, et encore 10%, c'est le grand maximum. Voilà, donc l'objectif économique, c'est une économie de carburant, parce qu'en passage noyer, en broyage, on est en général sur 5 passages, là on n'est plus qu'à 2, donc 1 au printemps, quasi généralisé, mais vous voyez là en ce moment, il n'est encore pas terminé, puisque les vaches ne sont pas tout pâturées encore, donc il y a encore certains vergers où je ne suis pas encore passé. Et puis un broyage de préparation de récolte, puisqu'on récolte au sol, hein, nous, après secouage. Donc là, par contre, il faut que le sol soit important, soit nettoyé de manière précise, je veux dire. Il faut éviter d'avoir trop de volume de végétation à la récolte. C'est pour ça aussi qu'on fait ces 2 broyages. Voilà, on peut basculer à la diapo suivante. Donc, dernier point, là, vous voyez, donc là, c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a 2 types de parcs. Des parcs permanents, parce que les noyers avaient été plantés dans des parcs. Donc, des parcs en dur, hein, fil de fer barbelé, 3-4 ans. Soit, pour les autres parcelles, c'est souvent du fil électrique. Donc, ça nécessite d'habituer notamment les jeunes au fil électrique. Voilà, donc l'avantage de la méthode, une économie de carburant, on gagne du temps de broyage, mais il faut compter aussi le temps de déplacement des bêtes, d'entretien des clôtures, de pose et de dépose des clôtures. Voilà, donc par contre, ça décale les pics de travail, donc ça c'est intéressant. Plutôt que d'avoir tout à broyer au printemps, où c'est des périodes assez chargées en travail. Vous voyez, là, le premier passage, il est fait depuis belle lurette chez les producteurs qui sont en 100% broyage. Et pour nous, il n'est encore pas terminé. Donc, du coup, ça permet d'étaler le travail. Merci Ghislain. Je vous propose de passer au 2e témoignage. On prendra les questions après. J'ai vu qu'il y en avait pour toi dans le chat. Mais Okay. On va d'abord passer au 2e témoignage. C'est Sophie qui va nous le présenter. Et j'en profite pendant la transition pour préciser que tous les témoignages collectés l'ont été avec le cadre méthodologique logique d'action qui a été développé par l'INRAE qui nous a accompagnés sur ce cadre-là pour avoir quelque chose de le plus possible transférable sur les exploitations. Sophie, je t'ai affiché le témoignage si tu veux le présenter. Ok, donc là on a présenté donc des témoignages sur des pratiques moins courantes, hein, bovins et maintenant porcins. Et donc là, on est sur une exploitation viticole, une petite exploitation viticole, et notamment en zone, comment dirais-je, en zone en pente, en forte pente, et avec des très vieilles vignes. Donc avec un entretien mécanique qui est très compliqué et en fait qui se faisait en manuel, notamment sur les très vieilles vignes. Tout à l'heure, il y avait eu quelques demandes sur les distances entre rangs, etc. Donc là, les vignes avaient été plantées très serrées et quasiment impossible à entretenir autrement que manuellement. Donc là, c'est un producteur, donc domaine Raphaël Chopin, qui est passé en agriculture biologique et qui, de ce fait, avait vraiment besoin d'entretenir les vieilles vignes et qui s'est tourné vers l'utilisation de porcins. Donc avec un objectif au départ de désherbage, voilà, d'entretien de l'enherbement de la parcelle, et puis éventuellement un objectif de vente de viande de porc. Voilà. Mais au départ, c'était vraiment l'objectif gestion de l'enherbement qui était primordial. Donc voilà.
Donc avec des problèmes, non seulement des problèmes d'entretien du sol au niveau enherbement, mais aussi des problèmes d'asphyxie de sol et de vignes qui ne poussaient plus du tout. Donc avec un objectif de sauver les vignes, ce qui a priori, si tu veux passer à la diapositive suivante, c'est quelque chose donc qui est assez, qui a fonctionné. Donc là, c'est 2 ateliers, un atelier végétal et un atelier d'élevage. Et donc là, par rapport à la race, la race qui a été choisie, c'est des cochons. Donc, alors je ne sais pas, Clune ou Cuné, je ne sais pas exactement comment prononcer. C'est une expérience qui est assez récente, hein, puisque 2023, avec quelques cochons, un mâle, 2 femelles et 3 porcelets. Et donc, les cochons ont une cabane et ont aussi un verger qui a été planté spécifiquement pour eux, pour leur faire de l'ombre, pour qu'ils aient aussi du pâturage dans la période où ils ne sont pas dans les vignes, puisqu'en fait, ils sont dans les vignes à partir, on va dire, de la chute des feuilles jusqu'au débourrement. Et donc là, par rapport au risque de dégâts, en fait, c'est vraiment important de sortir les cochons de la parcelle au moment du débourrement, même si il s'agit de petits cochons qui ont la particularité de ne pas pouvoir lever la tête, ou en tout cas pas bien pouvoir lever la tête. Donc, c'est une spécificité pour une vertèbre qui est coincée. Et donc, voilà, c'était une des raisons qui avait fait choisir cette espèce de porc cuné qui est utilisé en viticulture et qui est originaire de Nouvelle-Zélande. Donc, au niveau de la gestion de la pratique, ce que je vous ai dit, donc ils sont dans les vignes de novembre en gros de octobre-novembre jusqu'en mi-mars. Et ensuite, ils sont sur une parcelle avec des arbres fruitiers assez jeunes, hein, qui ne sont pas encore en production. Voilà. Et au niveau de la pratique, on est sur, au niveau du pilotage, en fait, c'est la conduite des vignes qui guide le pilotage. Et donc là, il n'y a pas vu la période où les cochons sont présents dans les vignes, il n'y a pas de traitement à cette période-là. Donc, il n'y a pas de problématique par rapport au retrait des animaux par rapport au traitement. Et il n'y a pas non plus de problématique par rapport à la récolte, puisque les animaux sont sortis au débourrement. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, petit gabarit, donc voilà, j'insiste pas. Ce qui est important de voir, c'est à la fois les intérêts de la technique et puis les questions qui se posent. Donc depuis 2 ans, donc au niveau technique, c'est satisfaisant puisque le sol au niveau du sol, on a visiblement une meilleure qualité de sol avec des vignes qui se sont un peu revigorées par rapport à ce qui était décrit par le viticulteur comme des vignes, on va dire, un peu mourantes, quoi, donc qui sont quand même très anciennes. Et puis aussi le fait de mettre très peu d'engrais organiques, puisque a priori les déjections des cochons ont suffi à la fois à fertiliser et à augmenter la biodiversité, et notamment à ce que la biodiversité passe d'herbes. Alors, c'est une espèce de graminée rigide qui fait beaucoup de concurrence à la vigne, qui est appelée paillon. Donc ça, moi, je connais pas. Enfin, c'est une graminée qui est assez concurrente et qui est passée, vous voyez les photos, à de la biodiversité plutôt trèfle, on va dire, trèfle en une année. Donc avec une augmentation de la biodiversité, un regain de vigueur et de production aussi de la vigne. Et puis, au niveau social, tout l'aspect commercial de la pratique, puisque c'est une vente, c'est un caveau particulier avec des ventes à l'étranger. Et donc,
avec des visites aussi d'acheteurs étrangers qui sont très sensibles à cette partie reconnexion animaux végétaux pour la vente, pour l'achat du vin. Voilà. Au niveau des résultats, donc ce que je vous ai dit, les résultats à la hauteur des attentes. Par contre, quelques points de vigilance, et donc c'est ce qu'on avait vu sur les clôtures, et c'est ce qui a été redit. Donc les porcs auront tendance à vouloir s'échapper, trouver la faille. Donc, c'est des clôtures, des clôtures électriques avec un système électrique quand même très puissant, plusieurs niveaux de clôture électrique pour que les animaux ne puissent pas se sauver. Et donc, avec pas trop possible de mettre sur batterie. C'est l'électricité, là, c'est autour de l'habitation, donc c'est l'électricité de la maison, donc pas une batterie qui pourrait éventuellement être défaillante. Ce que j'ai pas dit, c'est que la rescunecune est classée comme herbivore, donc c'est des cochons qui ont été choisis parce qu'ils auraient moins tendance à fouir a priori que les autres races de porcs. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas, là, moi, j'ai pas eu d'autres témoignages avec d'autres races de porcs, donc c'est difficile de comparer. Et le producteur se pose des questions sur, effectivement, depuis 2 ans, ils n'ont pas fait de bauge, ils n'ont pas fait de dégâts dans la vigne, sachant qu'ils n'y sont pas 100% du temps. On a vu quelques petites ornières, mais relativement insignifiantes. Et par contre, voilà, là, c'est un viticulteur qui a pris des cochons et qui s'est renseigné, mais qui n'avait pas à sa disposition toutes les infos réglementaires, etc., et qui a beaucoup bataillé pour trouver les informations réglementaires. Et donc, voilà, qui a priori souhaiter justement pour les futurs, pour les personnes qui souhaitent travailler sur reconnexion, élevage et culture pérenne, qui est justement un site avec des ressources, parce que lui, c'est quelque chose qui lui a particulièrement manqué. Voilà, ces références réglementaires et autres. Et puis, petite anecdote, c'est des animaux qui sont devenus très familiers, presque des chiens maintenant, donc ils ne seront pas utilisés pour la viande, mais voilà, un peu pour la reproduction et pour vendre à d'autres viticulteurs qui souhaitent, viti ou arbo, qui souhaitent pratiquer. Voilà. Et donc, c'est des animaux qu'il faut aussi protéger, mais la clôture le fait, des chiens errants, parce qu'il a eu des problèmes avec des chiens errants qui lui ont abîmé des jeunes cochons. Voilà. Donc voilà, en gros, les fiches sont toujours présentées un peu de la même façon. Je ne sais pas si Corentin puisse se connecter pour s'il y a des réponses aux questions réglementaires, puisqu'il y a un projet en porcin du Ravitisol avec la Chambre du Rhône. Merci Sophie. Je vois que l'heure a bien avancé. Ce que je vous propose, c'est de répondre On a à peu près présenté ce qu'on avait prévu de vous présenter dans le webinaire. On va prendre un dernier temps de questions. Mais avant de le prendre, je voulais remercier l'ensemble des participants au projet, parce que le projet durait seulement 18 mois. C'était très court. Et pour réussir à vous créer l'espace ressources, collecter l'ensemble des témoignages et répertorier toutes les ressources qui sont sur la plateforme, c'est que tout le monde s'est mobilisé. Donc voilà, merci à tous. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre les questions.